jeune fille de 17 ans a quitté le café où elle travaillait les week-ends et a disparu sans laisser de traces. La police a rapidement découvert des indices troublants, les poussant croire que quelque chose de véritablement terrible lui était arrivé. Dès le début, cette affaire est devenue la principale actualité en Suède. Plus de 1000 personnes ont participé aux recherches, faisant de cette enquête la plus grande de l'histoire du pays. Lorsque la vérité tragique a finalement éclaté, le choc a envahi tout le monde, tant il était inimaginable qu'un tel drame puisse se produire. Lisa Holm est née le 7 février 1998 dans la petite ville suédoise de Skövde. C'était un endroit tranquille et paisible où elle vivait avec ses parents et sa sœur aînée. Lisa était une jeune femme gentille, positive et pleine d'ambition. Avant même d'avoir terminé ses études, elle avait déjà décidé de déménager en Australie pour étudier l'architecture. Elle et sa famille voyageaient souvent, ce qui lui a permis de découvrir de nombreux pays différents. Lisa était également très indépendante. Dès son plus jeune âge, elle avait commencé à prendre des petits boulots pour gagner son propre argent. À l'approche de l'été 2019, Lisa, alors âgée de 17 ans, obtint son premier emploi sérieux dans un café situé à environ 40 minutes de chez elle. Pendant les premières semaines, ses parents l'y conduisaient, mais bientôt, son père lui acheta un scooter. Lisa avait un permis pour ce type de véhicule, mais elle devait encore attendre d'avoir 18 ans pour pouvoir conduire une voiture. Elle était ravie de ce cadeau, car cela signifiait qu'elle pouvait désormais se rendre au travail seule. Malgré cela, son père continua de l'accompagner pendant encore quelques semaines, car Lisa manquait d'expérience de conduite sur la route. Lisa ne travaillait que les week-ends et à chaque fois, son père faisait le trajet avec elle. Cependant, le 7 juin, elle fit pour la première fois le trajet seule sur son scooter. Aux alentours de midi, ses parents décidèrent de lui rendre visite au café pour déjeuner et voir comment elle allait. Ce jour-là, le café était particulièrement bondé et Lisa croulait sous le travail. Elle prit une courte pause pour déjeuner avec ses parents avant qu'ils ne rentrent chez eux. À 18h20, Lisa envoya un message à son père, Mats, pour lui dire qu'elle quittait le travail. À peine 3 minutes plus tard, il reçut un appel provenant de son téléphone. Quand Mats répondit, il n'y eut aucun son. Il pouvait entendre des voix en arrière-plan et supposa que Lisa avait accidentellement appelé en parlant à ses collègues. Il perçut aussi le bruit d'une portière de voiture qui se fermait. Mats appela plusieurs fois le nom de sa fille, mais il n'obtint aucune réponse. Après quelques instants, il raccrocha, pensant qu'elle rentrerait bientôt à la maison. 1 heure s'écoula, mais Lisa n'était toujours pas arrivée. Ses parents commencèrent à s'inquiéter. À cette heure-là, elle aurait déjà dû être chez eux, et Mats redouta immédiatement qu'il lui soit arrivé quelque chose sur la route. C'était la première fois qu'elle conduisait son scooter seule et il s'inquiétait pour sa sécurité. Il tenta de la rappeler, mais le téléphone de Lisa était éteint. Après quelques minutes supplémentaires d'attente sans nouvelles, il décida de partir à sa recherche sur la route qu'elle empruntait habituellement. Lisa devait prendre le chemin le plus court pour rentrer, alors Mats espérait la croiser en chemin. Craignant qu'elle ait eu un accident, il roula lentement, scrutant attentivement la route, mais Lisa restait introuvable. Mats parcourut tout le trajet jusqu'au café où travaillait sa fille, sans la voir. En arrivant sur le parking, il remarqua le scooter de Lisa garé devant le bâtiment. À ce moment, Mats sentit son angoisse monter encore d'un cran. Il n'avait pas croisé Lisa sur la route, et maintenant, il voyait son scooter ici, mais toujours aucun signe d'elle. Ce qui l'inquiéta davantage, c'est que les clés étaient encore sur le contact et que le casque de sa fille manquait. Cela lui fit suspecter que quelque chose d'anormal s'était produit. Lisa n'aurait jamais laissé ses clés sur son scooter et abandonné celui-ci ainsi sur le parking. Pendant ce temps, la mère de Lisa appela la propriétaire du café
espérant obtenir des informations. Mais cette dernière n'avait aucune idée de ce qui avait pu arriver à Lisa. La propriétaire avait parlé pour la dernière fois à Lisa vers 18 heures, lorsque celle-ci lui avait dit qu'elle se préparait à fermer pour la journée. Après avoir reçu un appel de la mère inquiète de Lisa, la propriétaire du café monta immédiatement dans sa voiture et se rendit sur place. En chemin, elle contacta des amis qui vivaient à proximité pour leur demander de l'aide dans les recherches. 4 personnes répondirent à son appel et une fois sur place, elles se joignirent au père de Lisa pour fouiller le café ainsi que les environs. Leur dernier espoir était que, pour une raison quelconque, Lisa ait décidé de prendre le bus au lieu de rentrer en scooter. La famille consulta les horaires de bus. Et le père et la grande sœur de Lisa se rendirent à l'arrêt de bus de leur ville pour voir si elle arrivait dans l'un des bus. Malheureusement, Lisa ne se trouvait dans aucun d'entre eux et la famille contacta rapidement la police. Il était alors presque 22 heures et la nuit était déjà tombée. La police lança immédiatement une vaste opération de recherche. Le fait que le scooter de Lisa ait été laissé sur le parking avec les clés toujours sur le contact suggérait fortement une possible disparition forcée. De tels événements étaient rares en Suède et encore plus inhabituels dans des zones rurales et reculées comme celle-ci. La police déploya rapidement des équipes de recherche avec des chiens, tandis que d'autres agents passaient de maison en maison pour interroger les voisins. La nouvelle de la disparition de Lisa se répandit rapidement. Ses camarades de classe et ses amis partagèrent l'information sur les réseaux sociaux, dans l'espoir de trouver des témoins ou quelqu'un qui aurait pu voir quelque chose. Les recherches se poursuivirent toute la nuit, sans résultat. Le lundi matin, la police annonça officiellement la disparition de Lisa et fit un appel au public pour toute information utile. Au même moment, des ouvriers arrivant pour leur service découvrirent un gant de moto dans un hangar industriel situé juste en face du café. La police avait déjà fouillé ce hangar la veille, mais n'avait pas remarqué le gant. Lorsqu'on montra l'objet aux parents de Lisa, ils confirmèrent qu'il appartenait bien à leur fille. Cette découverte renforça les soupçons d'enlèvement, incitant la police à déployer des ressources supplémentaires pour les recherches. À ce stade, la nouvelle de la disparition de Lisa s'était répandue dans toute la région et des centaines de volontaires se joignirent aux efforts de recherche. Le mardi, plusieurs nouveaux indices apparurent. Des bénévoles fouillant les environs d'un chemin de terre situé à quelques centaines de mètres du café découvrirent une coque de téléphone, un ticket de caisse, un billet de bus et un écran de smartphone brisé. Les enquêteurs identifièrent rapidement ces objets comme appartenant à Lisa et concentrèrent leurs efforts dans cette zone. Peu après, ils retrouvèrent d'autres morceaux du smartphone cassé, des documents appartenant à Lisa, ainsi que des reçus éparpillés le long du chemin de terre. Avec ces nouvelles découvertes, la police était désormais presque certaine que Lisa avait été enlevée. Ils mobilisèrent toutes les ressources disponibles pour la retrouver, et chaque jour, de plus en plus de personnes vinrent prêter main forte. L'affaire devint rapidement le sujet principal des journaux à travers toute la Suède, et des volontaires de tout le pays affluèrent dans la région pour aider aux recherches. Une organisation spécialisée dans la recherche de personnes disparues se joignit également aux efforts, apportant son expertise supplémentaire. Les opérations de recherche devinrent les plus vastes de l'histoire du pays, mobilisant plus d'1 millier de participants. La police reçut de nombreux appels avec des pistes potentielles. Une femme raconta une rencontre étrange la veille de la disparition de Lisa. Lors d'un jogging, un homme l'avait arrêtée au milieu de la route, à côté de sa voiture. Il lui avait parlé en anglais,
lui demandant des indications pour une ville dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle l'aida en utilisant Google Maps, mais l'homme insista pour qu'elle monte dans sa voiture afin de le guider avec son GPS. Trouvant cela suspect, elle refusa rapidement et reprit sa course. Plus tard, elle se rendit compte qu'elle avait déjà vu cet homme travaillant sur des rénovations dans une grange juste en face du café où Lisa avait été vue pour la dernière fois. Les collègues de Lisa fournirent aussi des informations supplémentaires. L'une des serveuses se souvint avoir aperçu 2 hommes debout de l'autre côté de la rue, semblant observer le café le jour de la disparition de Lisa. Au départ, elle n'y prêta pas attention, mais après avoir entendu parler de la disparition, elle rapporta l'incident à la police. Le lendemain matin, mercredi, le père de Lisa, accompagné d'amis, fouilla la route de campagne où certains des effets personnels de sa fille avaient été trouvés. Ils découvrirent des objets encore plus troublants, le permis de conduire de son scooter et ses clés de maison. Cela laissait penser que son ravisseur avait roulé sur cette route, jetant ses affaires en chemin. La police et les bénévoles concentrèrent leurs efforts dans cette zone, mais aucune autre piste n'émergea. Ce même soir-ci, un ami de Lisa passait près du café lorsqu'il remarqua que le ruban de police avait été retiré de la grange où l'on avait trouvé le gant de Lisa. Sentant un malaise, il décida de s'en approcher, muni d'une lampe torche puisqu'il faisait déjà nuit. Il passa quelques minutes à inspecter l'endroit jusqu'à ce qu'un objet brillant sur le sol attire son attention. En regardant de plus près, il découvrit une boucle d'oreille de femme, et non loin de là, sa paire. Il contacta immédiatement la police. Lorsque les agents montrèrent les boucles d'oreilles aux parents de Lisa, ceux-ci confirmèrent qu'elles appartenaient à leur fille. La grange fut à nouveau bouclée, et la police entreprit une fouille plus approfondie. Le détective en charge expliqua que lors de la première recherche, la priorité avait été de retrouver Lisa, ce qui avait entraîné une inspection superficielle de la grange. Des objets plus petits, comme des boucles d'oreilles, avaient facilement pu être manqués. Cette fois-ci, une équipe élargie d'experts médico-légaux et d'unités cynophiles fut mobilisée. Lors de cette nouvelle fouille, les enquêteurs firent une découverte troublante, des excréments humains cachés derrière l'une des cloisons de la grange. Au premier abord, cette découverte ne semblait pas être liée à l'affaire. Cependant, les experts médico-légaux avancèrent une théorie plausible. Ils expliquèrent que lors de la commission de crimes violents, les auteurs subissent souvent une montée d'adrénaline, ce qui peut déclencher des réactions physiques involontaires. Il n'est pas rare que les criminels perdent le contrôle de leur vessie ou de leurs intestins avant ou pendant l'acte. Étant donné que le gant et les boucles d'oreilles de Lisa avaient été trouvés dans la grange, la police commença à soupçonner que si elle avait effectivement été enlevée, l'agresseur l'avait amenée à cet endroit. Les enquêteurs spéculèrent que, submergé par l'adrénaline, le suspect avait pu se soulager sur place. Les excréments furent envoyés pour analyse ADN. Le vendredi, la zone de recherche fut élargie et les volontaires atteignirent une ferme située à environ 3 km du café. La ferme, vaste et composée de plusieurs bâtiments, employait beaucoup de personnes. L'équipe de recherche décida d'inspecter tous les bâtiments. Peu de temps après leur arrivée, 2 hommes s'approchèrent de l'équipe. Ne parlant pas suédois, ils communiquèrent uniquement en anglais. L'un d'eux affirma que la police avait déjà fouillé la ferme. Le chef de l'équipe de recherche se montra sceptique, pensant qu'il aurait été informé de cela. Ils décidèrent donc de poursuivre les recherches. Les 2 hommes restèrent dans les parages, observant les bénévoles, avant de finalement partir. Environ 1 heure plus tard, les chercheurs tombèrent sur un tas de branches derrière un fourré.
En dessous, ils découvrirent un casque de moto, une veste et une paire d'écouteurs. La police fut immédiatement appelée sur les lieux et confirma que les objets appartenaient à Lisa. Les enquêteurs déployèrent des experts médico-légaux à la ferme pour une recherche plus approfondie et prirent note des 2 hommes suspects qui avaient tenté de dissuader les volontaires de fouiller la propriété. La police se rappela du témoignage précédent concernant un homme parlant anglais, rapporté par la joggeuse, et commença à soupçonner un lien. Au début de l'enquête, la police avait interrogé les habitants autour du café et appris que 2 frères lituaniens, accompagnés de l'épouse de l'un d'eux, vivaient à proximité. Aucun d'eux ne parlait suédois et communiquait uniquement en anglais, ce qui les rendait particulièrement visibles en tant que non-locuteurs du suédois dans la région. Les frères travaillaient dans la grange en face du café et connaissaient bien les bâtiments environnants ainsi que le terrain. La route de campagne où les affaires de Lisa avaient été retrouvées menait directement à leur domicile. Sans autres suspects majeurs, la police décida d'interroger les 2 frères. Alors que les officiers étaient en route pour les arrêter, les équipes médico-légales continuaient à fouiller la ferme. Leur attention se porta sur une vieille caravane, envahie par les hautes herbes, qui semblaient ne pas avoir été utilisées depuis des années. Cependant, l'herbe près de la porte de la caravane était aplatie, comme si quelque chose avait été déplacé récemment. Quelques brins d'herbe étaient même coincés dans la porte, suggérant qu'elle avait été ouverte il y a peu. Lorsque l'équipe médico-légale ouvrit la porte de la caravane, elle fut immédiatement frappée par une odeur de décomposition. À l'intérieur, ils découvrirent une rangée de casiers, probablement utilisés autrefois comme vestiaires pour les ouvriers. Tous les casiers étaient fermés à clé, sauf un. L'équipe soupçonna que le corps de Lisa pouvait être dissimulé à l'intérieur. Un à un, ils commencèrent à ouvrir les casiers. Dans celui qui était déjà ouvert, sous une pile de vieux vêtements et de chiffons, ils trouvèrent le corps de Lisa. Bien que les casiers fussent petits, le meurtrier avait réussi à forcer son corps à l'intérieur. Les mains de Lisa étaient liées par une corde et sa tête était étroitement enveloppée de rubans adhésifs. Son pantalon avait été baissé et son t-shirt relevé. Les médecins et les légistes confirmèrent plus tard que Lisa était morte par strangulation. Aucun signe d'agression sexuelle ne fut relevé sur son corps et tous ses vêtements furent soigneusement examinés par les experts. Pendant ce temps, la nouvelle de la découverte du corps se répandit rapidement dans tout le pays. Durant toute une semaine, la disparition de la jeune fille de 17 ans fit la une des journaux en Suède. Lorsque le public apprit que Lisa avait été brutalement assassinée, l'affaire fascina la nation entière. Les crimes de cette nature étaient extrêmement rares en Suède et les gens furent choqués qu'une telle atrocité ait pu être commise. Le jour où son corps fut retrouvé, un événement étrange et troublant se produisit. Des utilisateurs sur YouTube découvrirent une vidéo postée 13 jours avant le meurtre de Lisa. La vidéo, simplement intitulée 13, n'était rien d'autre qu'un compte à rebours. Ce qui perturba le plus les internautes fut le nom de la chaîne qui avait publié la vidéo. Lisa K. Cette coïncidence inquiétante fit rapidement le tour des médias, laissant beaucoup de gens stupéfaits. Certains commencèrent à spéculer que le créateur de la vidéo avait prédit le meurtre, mais la vérité s'avéra bien plus simple. Il semble que quelqu'un ait changé le nom de la chaîne et le titre de la vidéo après la découverte du corps de Lisa, probablement comme une blague cruelle ou pour alimenter des théories du complot. Pendant ce temps, la police travaillait sans relâche pour retrouver le meurtrier. Au moment de la découverte du corps de Lisa, les enquêteurs avaient déjà interrogé 2 frères
et une femme. Tous trois hauts. Et toute implication, affirmant qu'ils étaient ensemble à leur domicile lorsque Lisa avait été enlevée, chacun couvrant les autres. Le frère aîné, Nerius, déclara qu'il dormait dans sa chambre pendant que la femme préparait le dîner et que le frère cadet était sur son ordinateur. Il ajouta qu'aux alentours de 20 heures, il s'était réveillé et avait conduit jusqu'à une station-service pour acheter une pizza et des cigarettes. La police restait sceptique quant à leur alibi, soupçonnant que les trois suspects se protégeaient mutuellement. Des échantillons ADN furent prélevés sur chacun d'eux, mais les enquêteurs ne disposaient toujours d'aucune preuve concrète les reliant au meurtre. Cependant, cela ne dura pas. Les experts médico-légaux travaillaient sans relâche à la ferme et dans la grange, utilisant toutes les ressources disponibles. Rapidement, ils firent une découverte majeure. À l'intérieur de la grange, située en face d'un café, se trouvait une petite pièce semblable à un bureau, avec une grande fenêtre donnant directement sur le café. Cette pièce devint un point central de l'enquête. Les experts médico-légaux découvrirent 15 traces d'ADN masculin du sperme sur les murs et le sol près de la fenêtre, suggérant qu'un homme avait observé les employés du café, dont Lisa, et s'était livré à des actes de satisfaction personnelle. Les échantillons d'ADN furent rapidement envoyés au laboratoire et en peu de temps, un profil fut extrait. Les 17 échantillons correspondaient tous à l'ADN du frère aîné, Nerius, âgé de 35 ans. De plus, des matières fécales trouvées dans la grange appartenaient également à lui. Dans une autre pièce adjacente à ce bureau, qui avait autrefois servi à stocker du lait de vache, les enquêteurs trouvèrent un tuyau à environ 2 mètres du sol. Le tuyau était recouvert d'une épaisse couche de poussière, à l'exception d'une petite zone qui semblait avoir été récemment touchée. La taille de la zone nettoyée correspondait à la corde qui avait été enroulée autour du cou de Lisa. Du sang retrouvé sur le tuyau fut testé, et l'ADN correspondait à celui de Lisa. Au sol, sous le tuyau, les enquêteurs découvrirent un morceau de corde identique à celle utilisée lors du meurtre, contenant 2 profils ADN, celui de Lisa et celui de Nerius. C'était la première piste sérieuse pour la police. L'homme avait clairement manipulé la corde utilisée pour tuer la jeune femme. De plus, un cheveu de Lisa avait été retrouvé sur le sol de la pièce. Un autre élément crucial provenait de sa veste. Des traces d'ADN appartenant au suspect y avaient été découvertes. À partir de ces informations, la police en conclut que Lisa avait été assassinée à cet endroit. Ils réussirent à reconstituer une chronologie approximative des événements. Selon leur théorie, le suspect observait Lisa depuis un certain temps. Lorsque la jeune femme s'était retrouvée seule sur le parking, il s'était approché d'elle avec sa voiture. D'après la déclaration d'un jogger qui avait assisté à une partie de l'interaction, l'homme aurait pu demander à Lisa des indications pour une ville voisine. Ensuite, il est possible qu'il l'ait convaincu de monter dans son véhicule pour entrer l'itinéraire dans le GPS. Lisa, étant connue pour être une personne gentille et serviable, aurait peut-être accepté. Une fois dans la voiture, le suspect l'aurait probablement maîtrisée avant de la conduire dans un endroit isolé. Là-bas, il aurait noué une corde autour de son cou et l'aurait suspendue à un tuyau. Les experts pensent que cette scène aurait tellement excité le suspect que, sous l'effet de l'adrénaline, il aurait perdu le contrôle et éjaculé sur le sol. Par la suite, il aurait placé le corps de Lisa dans la voiture avant de se diriger vers une ferme à proximité. En chemin, il aurait jeté ses effets personnels par la fenêtre de la voiture. Une fois à la ferme, il aurait caché son corps dans le casier d'une remorque, le recouvrant de vieux vêtements abandonnés. Du moment de son enlèvement jusqu'à l'abandon de son corps,
Tout le crime avait pris moins d'1 heure. Malgré les preuves accablantes, le suspect continuait de clamer son innocence. Sa femme et son frère cadet furent relâchés, faute de preuves solides contre eux. À leur libération, ils prirent immédiatement la fuite en quittant la Suède pour retourner en Lituanie, leur pays d'origine. Les préparatifs du procès furent intenses. Le suspect affirmait qu'il avait travaillé longtemps dans un bar de la région. Il soutenait que son ADN avait pu se retrouver sur la scène du crime à cause de son emploi. Il fournit également un alibi, appuyé par sa femme et son frère. Bien que la crédibilité de ces témoins fut sérieusement remise en question lors du procès, cela joua en sa faveur. Cependant, la présence de son ADN sur les vêtements de la victime ne pouvait s'expliquer que par un contact direct avec elle. De plus, la police avait trouvé des témoins qui avaient aperçu sa voiture près du café peu avant et peu après l'enlèvement de Lisa. Selon ces témoins, la voiture avait été vue à plusieurs reprises sur la route reliant le café à la ferme, précisément pendant le créneau horaire où Nerevus prétendait qu'il dormait chez lui. Pendant des mois après la découverte du corps de Lisa, les experts médico-légaux continuèrent d'examiner les preuves, utilisant les laboratoires les plus avancés disponibles. Finalement, ils parvinrent à retrouver des traces d'ADN de Nerevus sur presque tous les vêtements de Lisa, y compris à l'intérieur de ses sous-vêtements. Alors que toute la Suède suivait encore l'affaire de près, les enquêteurs continuèrent de chercher d'autres éléments pouvant influencer le procès. Ils se rendirent eux-mêmes en Lituanie pour interroger à nouveau la femme et le frère du suspect. La femme persista à affirmer que Nerevus n'avait pas quitté la maison entre 18h et 20h. Cependant, lorsque vint le moment d'interroger le frère cadet, la police obtint enfin la percée qu'elle attendait. Après que les détectives eurent expliqué toutes les preuves accumulées contre son frère aîné et détaillé les actes horribles qu'il avait commis envers la jeune fille de 17 ans, le frère cadet décida de tout avouer. Il révéla que Nerevus n'était en réalité pas à la maison ce soir-là et qu'il n'était rentré qu'aux alentours de 19h30. Couvert de terre, il s'était immédiatement précipité pour jeter ses vêtements dans la machine à laver. Lorsque la police commença à interroger les résidents locaux et finit par arriver chez eux, Nerevus murmura à son frère « Dis-leur que j'étais à la maison tout le temps ». Le plus jeune expliqua que Nerevus craignait d'être faussement accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis à cause de son casier judiciaire et de l'absence d'alibi lors de l'enlèvement. Le frère cadet croyait sincèrement à l'innocence de son aîné, mais après avoir vu toutes les preuves, il comprit à quel point il s'était trompé. Les funérailles de Lisa eurent lieu 1 mois après son meurtre. L'église où la cérémonie fut célébrée ne pouvait accueillir que 130 personnes. Pourtant, bien plus de gens vinrent lui rendre hommage. Les organisateurs installèrent alors des bancs et de grands écrans à l'extérieur pour permettre à tous d'assister à la cérémonie. Le procès commença 4 mois après le meurtre, captivant à nouveau l'attention de tout le pays. Chaque personne impliquée dans ce procès ressentait une pression immense, car aucune erreur ne pouvait être permise. L'avocat de la défense de Nerevus, la défense tenta d'argumenter que l'ADN de leur client aurait pu se retrouver sur les vêtements de la victime parce qu'il travaillait dans la grange où le crime avait eu lieu. Cependant, l'accusation répliqua, soulignant que cette explication n'avait aucun sens, surtout en ce qui concernait les sous-vêtements de la victime. La seule explication plausible pour la présence de l'ADN du suspect sur cette partie intime était qu'il avait directement touché les sous-vêtements de la jeune fille. La défense ne put fournir aucune autre explication convaincante. L'avocat du prévenu tenta également d'introduire une théorie alternative, affirmant que le véritable coupable était en réalité le frère cadet de l'accusé.
Celui-ci aurait prétendument prélevé plusieurs échantillons d'ADN sur son frère pour les placer sur le corps de la victime et sur les lieux du crime. Toutefois, ils ne purent fournir aucune explication scientifique crédible sur la manière dont une telle manipulation aurait pu être réalisée. Le procès dura 1 mois et Nerevus fut déclaré coupable de meurtre. Il fut condamné à la réclusion à perpétuité dans une prison de haute sécurité qui ressemblait davantage à un hôtel 3 étoiles confortable qu'à une véritable prison. Son avocat tenta de faire appel du verdict, mais l'appel fut rejeté. Au début de 2017, Nerevus déposa lui-même une demande de déportation pour purger sa peine dans son pays d'origine. Les raisons de cette requête restaient floues, bien que les prisons lituaniennes soient soit réputées beaucoup moins confortables que celles de la Suède. Néanmoins, la Cour accepta sa demande, soulignant que le maintien des conditions de vie confortables des détenus en Suède coûtait plusieurs centaines de dollars par jour et par prisonnier aux contribuables. Plus tard la même année, les intentions de Nerevus devinrent plus claires. Il fit appel à un tribunal lituanien et sa peine de réclusion à perpétuité fut réduite à 15 ans. Cependant, son soulagement fut de courte durée. Quelques semaines plus tard, une cour d'appel annula cette décision et Nerevus fut de nouveau condamné à passer le reste de sa vie en prison. Cette fois-ci, il n'avait aucune chance de retourner dans le confort relatif de sa cellule suédoise. 5 ans plus tard, en août 2022, Nerevus subit une autre conséquence de son transfert en prison lituanienne. Lors d'un transfert de détenu, un autre prisonnier l'attaqua avec une arme improvisée. Nerevus fut gravement blessé et mourut en route pour l'hôpital. Des questions subsistent quant à l'implication de sa femme. Bien que la police ait déclaré qu'il y avait peu de preuves suggérant sa participation directe à l'enlèvement ou au meurtre, ils n'ont pas totalement écarté cette possibilité. Les experts en médecine légale ont souligné que, si elle avait été impliquée, son ADN aurait probablement été retrouvé sur les vêtements ou le corps de Lisa. Cependant, la suspicion persiste qu'elle aurait pu être au courant du crime de son mari et l'aurait aidé à échapper à la justice en lui fournissant un faux alibi. Le frère cadet de Nerevus reste également un sujet d'intérêt. Les enquêteurs ont rapporté que 2 hommes avaient été aperçus près de la grange peu avant le crime, et il est supposé que l'un d'eux était Nerevus, tandis que l'autre pourrait avoir été son frère. Pourtant, aucun ADN de ce dernier n'a été trouvé sur la scène du crime ou sur les vêtements de Lisa, ce qui rend improbable sa participation au meurtre. Il est possible que les 2 frères aient simplement observé les jeunes femmes de loin et pu échanger des conversations inappropriées. Mais, en fin de compte, il semble que Nerevus ait agi seul pour commettre cet horrible crime. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Merci d'avoir regardé.